dis un grand merci au docteur Jean-Marc Couteloup, donc cardiologue à la clinique Saint-Paul, qui a eu la gentillesse de prendre de son temps pour venir nous parler de l'HTA, des actualités, puisqu'on est tous confrontés avec une prévalence très importante de patients hypertendus, et confrontés aussi aux pressions des laboratoires qui sont toujours en train de nous dire que leur médicament est le meilleur et que c'est à lui qu'il faut faire confiance pour améliorer l'état de santé de nos patients. Donc, pour le bon déroulé de la séance, je vais demander donc à chacun de fermer ses micros. Vous avez dû recevoir un pré-test, de pouvoir remplir le pré-test. Et ensuite, le docteur Couteloup donc, va se présenter et va nous faire son exposé. Et ensuite, bien sûr, nous attendons sur votre interactivité pour poser des questions. Et j'espère que cette soirée permettra à chacun d'améliorer ses connaissances et de partir plus savant. Je vous remercie et je passe la parole au docteur Jean-Marc Couteloup qui va se présenter. Alors, bonsoir, docteur Couteloup, cardiologue libéral à Saint-Paul depuis 2 ans. Je remercie l'URML, le docteur Krikayot, de m'avoir invité ce soir. On m'a demandé de vous parler donc de l'hypertension, de sa prise de mesure, de l'automesure de la MAPA et de la prise en charge thérapeutique de l'hypertension. Donc n'hésitez pas à m'interrompre ou de me reprendre s'il y a des choses que je suis passé trop vite. Je vais essayer, il y a des passages où je dirai un petit peu en diagonale parce que c'est un petit peu long. Et après les topos, il y aura des QCM de clinique. C'est des sujets qui est un peu rare. Oui, mais très bien. Comment ça? Ah bon? Alors, bug technique. Ah, petit bug technique. C'est ça, hein, la technique. Hein. Alors, vous avez donc tous les participants en visio donc, qui sont indiqués. Et en présentiel, nous avons donc Aurélie Matine qui vient de s'installer récemment donc à Saint-Joseph en reprenant, pas Saint-Joseph, pardon, au Lamentin, pendant la succession de Dr Soussin, Dr Alain Léoture, Dr Charles-Henri Belon, Dr Jean-Claude Saint-Zéby et une jeune remplaçante qui s'appelle Alexia Damien, donc bienvenue, et moi-même. C'est parce que, comme on voit qui est là et vous ne savez pas qui est dans la salle, que ça soit exposé. Voilà, alors on va commencer par la recommandation de la Société française d'hypertension, les dernières sur la mesure de la pression artérielle. Alors depuis 2007, cette société savante française s'est aperçue qu'en France, malheureusement, on stagnait. Il y avait de moins en moins de gens qui contrôlaient leur tension, qui connaissaient leur traitement. Et en plus, ce nombre était moins important en France que dans d'autres pays à niveau socio-économique équivalent. Donc il y avait du travail à faire. Donc en France, classiquement, on prenait attention à la méthode auscultatoire ou à la méthode oscillatoire. Donc, les dernières recommandations, on va en parler de tout, mais c'est surtout la méthode oscillatoire qui devient le plus recommandée. Alors, par exemple, en France, en 2010, la proportion de personnes qui se savaient hypertendues était de 55%, alors qu'elle est plus de 80% aux États-Unis et en Allemagne. Donc on est quand même à la traîne. Donc la méthodologie, c'était de faire des recommandations simples, applicables en médecine de ville. Et on va voir les différentes recommandations au nombre de 13. Les premières recommandations, donc, elles recommandent de prendre la pression artérielle à l'aide d'un appareil électronique oscillométrique, donc c'est les appareils électroniques, pour le diagnostic suivi de l'hypertension artérielle au cabinet et en ambulatoire, donc recommandation de classe 1. Et seulement en cas de doute sur la fiabilité de la mesure électronique, en cas d'arythmie non contrôlée de fréquence ventriculaire rapide, de prééclampsie ou chez un enfant, de passer à la méthode auscultatoire. Les valeurs, toujours en millimètres de mercure. Bien sûr, on recommande d'acheter des tensiomètres qui ont le marquage CE, donc qui sont agréés. Donc il y a toute une liste qui est disponible. En général, les pharmacies vendent des CE de toute façon.
Les tensiomètres à usage professionnel, alors il y en a des très chers qui peuvent lancer différentes, vous savez, on prend plusieurs mesures, mais il y en a qui peuvent lancer plusieurs mesures en décalé, on peut programmer le temps, alors ça commence à coûter cher, bon, c'est pas forcément nécessaire. Les protocoles de validation, ça a été de toutes les sociétés savantes européennes, françaises. Alors, je ne veux pas si j'avance. Ça, c'est des exemples, les tensiomètres que nos patients ont, que nous avons au cabinet en général. Donc, on recommande d'utiliser des tensiomètres à brassard huméral plutôt qu'au poignet, où il y a plus d'erreurs d'utilisation. Des tensiomètres avec des brassards adaptés à la circonférence du bras. Alors ça, c'est plus vrai pour les tensiomètres à la méthode oscillatoire. C'est moins embêtant pour l'auscultatoire, le brassard, il faut 3 tailles de brassard. Alors pour l'oscillatoire, c'est moins important. Bon, ça, je passe tout ça un peu. On aura le PowerPoint. Hein? Tu nous passeras le PowerPoint. Oui, je peux même passer plein de tous les sujets sur le DU après. On mettra après Ouais. sur le. Pour ceux qui n'étaient pas là. Pourquoi il y a une différence entre l'oscillatoire et l'auscultateur? Alors, Anne, on n'a pas la présentation. Ah, Vous voyez pas la présentation? parce que tu es obligé de gonfler plus avec l'auscultatoire, tu gonfles, tu es obligé d'avoir une pression supérieure, et que l'oscillatoire, alors je ne sais plus l'expliquer exactement. Et là, vous voyez la présentation? Moi, j'ai toujours pas, mais je suis peut-être le seul. Peu de choses sont établies sur la relation à la taille du brassard et la performance des appareils oscillométriques. Qui c'est qui Ça parle? change pas, c'est moins important en fait. François Mecnoca. Ouais. Ah, salut. L'occlusion complète de l'artère n'est pas obligatoire avec l'oscillométrie. Tu te déconnectes, tu te reconnectes? L'occlusion complète de l'artère n'est pas obligatoire. Pourquoi il l'a pas? Est-ce que les autres, on peut poser la question, est-ce que vous voyez le diaporama? C'est un diaporama. Enfin, la présentation. On a dit oui. Oui, ils m'ont répondu oui. Après, oui. François René, je pense que tu te déconnectes et te reconnectes. Ok, je fais ça. Merci. Merci. Alors, les recommandations suivantes, c'est assez basique, hein, on les connaît tous, c'est ce qu'on fait au cabinet, mais c'est ce qu'il faut expliquer à nos malades. Donc on recommande de prendre la pression artérielle en position assise ou couchée, après quelques minutes de repos, sans parler, sans avoir fumé, la vessie non pleine. Ah bon? Ouais, c'est spécifié. On prend aux 2 bras, surtout pour essayer de dépister une asymétrie tensionnelle supérieure à 15 mm de mercure. Auquel cas, on va rechercher une cause athéromateuse, une sténose artère sous-clavière, une coarctation de l'aorte. Alors, on prend la mesure aux 2 bras, on retient la pression, le bras qui a la pression la plus élevée. On recommande de dépister l'hypotension orthostatique, spécialement c'est des sujets qui ont des dysautonomies, les diabétiques, les polymédicamentés, les parkinsoniens. Donc le schéma classique qu'on prend quand on prend la tension au cabinet, le patient bien droit, dos appuyé, le bras soutenu sur le bureau, donc le brassard de taille appropriée si c'est auscultatoire. On recommande d'avoir le bras à la hauteur du cœur, pas sur le cœur, mais à la même hauteur à peu près. Et le bord inférieur du brassard, 3 cm au-dessus du pli du coude, si on peut. Ça, des fois, les gens ont les manches serrées, on a du mal. Donc, ne pas parler ni bouger durant et pendant la mesure. On décroise les jambes, les plaies bien à plat au sol, et on se relaxe. Alors, donc, ce que je vous avais parlé, la différence de 15 mm de mercure est acceptée, pas plus, sinon on cherche une cause athéromateuse. L'hypotension orthostatique qui touche quand même, donc on prend la tension allongée et on va la reprendre debout et on la prend jusqu'à 3 minutes après avoir mis le patient debout. Et on ne doit pas avoir des baisses de tension de 20 mm de mercure de systolique et 10 de diastolique. Ça touche 7% des gens. Et ça augmente avec l'âge jusqu'à 16% au-delà de 65 ans. Ça augmente donc avec l'institutionnalisation, les traitements antihypertenseurs, la polypathologie, souvent iatrogène avec les gens polymédicamentés. Elle n'est pas toujours symptomatique, mais c'est un facteur de morbimortalité indépendant et qui augmente la mortalité totale et cardiovasculaire. Ça augmente également le risque de chute chez ces personnes qui sont déjà un peu débilitées et peut parfois remettre en question le maintien à domicile. Ça a des conséquences sociales et économiques importantes.
Hospitalisation, prise en charge, institutionnalisation. Donc ça, c'est les chiffres que je viens de vous citer. Recommandation suivante. On recommande de répéter la mesure de la pression artérielle au cours de la consultation. La mesure répétée en consultation doit comporter au moins 3 mesures consécutives à 1 minute d'intervalle. Et c'est la moyenne des 2 dernières mesures qu'on va retenir. Je vous montrerai un schéma après sur la différence de pression entre les différentes mesures. Donc c'est une méthode qui est recommandée pour le diagnostic, qui est recommandée en classe 1 pour le diagnostic et suivi de l'hypertension artérielle, préférentiellement réalisée qu'un appareil avec déclenchement automatique de la mesure. Bon, ça, c'est pas super intéressant. Tac. Voilà le schéma dont je vous parlais. En haut à gauche, vous avez la première mesure. On voit que quand on répète les mesures, les premières mesures, ça descend assez rapidement. Et après, si on s'amuse à répéter les mesures, ça bouge quasiment plus. C'est entre la première et la deuxième. En général, on dit aux patients de prendre 3 fois la mesure. On garde la deuxième et la troisième pour moyenne. Donc, on recommande à nos patients de réaliser cette automesure tensionnelle après quelques minutes de repos en position assise, 3 mesures le matin au petit déjeuner, 3 mesures le soir avant le coucher, à 1 minute d'intervalle pendant 3 jours. Résultats qui vont nous ramener au cabinet. Une éducation prémalable, bien sûr, doit être réalisée. Si le patient n'est pas capable de l'effectuer, on suggère à ce patient de se faire aider ou par sa famille ou par un soignant si c'est possible. Il est suggéré de préférer l'automesure à la MAPA pour des raisons pratiques, sauf indications spécifiques qu'on va voir après. Et il est suggéré d'utiliser l'automesure tensionnelle en sollicitant des aides ou des supports. Donc le résolutif pour l'argumentaire, c'est ce que je viens de vous dire, on peut le faire lui-même ou avec des aides. Tac, tac, tac. Donc la valeur pronostique de l'automesure tensionnelle est nettement supérieure à celle de la mesure clinique que nous, on va réaliser au cabinet médical. C'est facilement mis en œuvre pour un coût mineur pour la société. C'est bien accepté par les patients qui se prêtent volontiers au jeu, il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est même pire. Si on ne prend pas l'attention, c'est qu'on n'est pas un bon docteur. Bon, bah, ça c'est vrai. Voilà. C'est pas faux. Oui, non mais... Donc c'est facile. Donc c'est bien recommandé par toutes les sociétés savantes. Les seuils, on va en parler juste après. Les protocoles de mesure, bon, c'est ce qu'on vient de détailler, 3 mesures matin et soir. Tac, tac. Vous avez parlé à un moment de protocole sur une semaine, de 2 mesures jour. Bah, moi, tout ce que j'ai relu, c'était 3 mesures. Hein. Ouais. Alors, au cabinet, on ne fait pas toujours 3 mesures. Moi, j'en fais 2 en général. C'est vrai qu'on triche un peu. Je m'arrête à 2. Quand c'est vraiment élevé, je reprends une 3e en fin de consultation. C'est souvent élevé au départ. Oui, alors la première, ça va souvent aller élevé. Donc, il y a des articles, des études qui ont été faites qui montrent que les mesures effectuées par automesure, même un petit nombre, permettent d'avoir des données reproductibles, donc c'est fiable. Alors, voilà, il y a des auteurs qui recommandent d'effectuer 42 mesures sur 7 jours, ça commence à faire. Alors, voilà, bon, on va pas, non plus, les gens ne vont pas le faire si c'est trop. Ça, c'est ce petit tableau qui vous montre que alors, la mesure clinique, c'est au cabinet. L'équivalence en automesure est par MAPA. Et on voit qu'en fait, les chiffres pour le même patient vont être plus bas pour la MAPA que la mesure qu'on va prendre au cabinet. En automesure, un petit peu plus bas aussi que ce qu'on mesure au cabinet. Donc on voit qu'on surestime un peu nos tensions quand on est en consultation. Les MAPA sont recommandés sur 24 heures, donc pour poser le diagnostic d'hypertension en l'absence d'automesure, pour évaluer la pression artérielle nocturne qu'on ne va pas avoir en automesure. En cas de suspicion d'hypotension artérielle ou de grande variabilité, on va revenir dessus après, ou en cas d'hypertension artérielle non contrôlée chez des gens qui ont déjà une trithérapie. Donc la MAPA, c'est un outil qui est indispensable donc, pour la prise en charge de nos patients hypertendus. C'est la seule technique qui recueille les pressions artérielles diurnes en période d'activité, les pressions artérielles la nuit en période de sommeil, et d'analyser les variations diurnes et nocturnes qui donnent les paramètres d'évaluation de pronostic cardiovasculaire associés à l'hypertension. Alors, présente par ailleurs l'avantage de multiplier les mesures sur 24 heures et, comme pour l'automesure, de refléter le niveau tensionnel dans l'environnement quotidien du patient. Alors, en général, pour la MAPA, on a
14 mesures le jour et 7 la nuit. Ça les réveille un petit peu quand même. Ils ne passent pas une super nuit. Alors, les MAPA, donc ça montre que la MAPA chez le sujet hypertendu, que les pressions artérielles qu'on a mesurées chez un sujet hypertendu sont mieux corrélées à la survenue d'atteinte d'organes cibles, à la morbimortalité cardiovasculaire que par rapport aux tensions prises au cabinet. La pression artérielle nocturne qu'on a autrement est un facteur de risque significatif de complications cardiovasculaires. Elle a une valeur pronostique indépendante de la MAPA des 24 heures liée à sa capacité d'analyser ses pressions artérielles nocturnes. C'est le nocturne qui est négatif. C'est vachement important, surtout. Il y a des tableaux, on va voir que la morbimortalité sur les pressions artérielles, les gens qui ne baissent pas la tension la nuit sont plus élevés. Donc c'est la MAPA des 24 heures indispensable pour l'exploration du suivi aussi de l'hypertension artérielle résistante en éliminant les pseudo-résistances, surtout les effets de blouse blanche, de nos patients qu'on a fréquemment. Ça permet de voir surtout la chronopharmacologie, parce qu'on va voir aussi qu'on a des rebonds de tension le matin vers 6 heures du matin. Ça optimise le dépistage des hypotensions artérielles sous traitement, notamment pour les patients fragiles. Donc pour toutes ces raisons, la MAPA apparaît particulièrement adaptée au suivi de certaines populations de patients, les sujets âgés, les enfants et les adolescents, les femmes enceintes, les populations à risque cardiovasculaire, surtout les diabétiques, les insuffisants rénaux, qu'il y a beaucoup ici, et en prévention secondaire, et les patients qui présentent une forte variabilité tensionnelle. Bon, les MAPA, ça ne va pas. Un exemple d'appareillage. Vous avez combien de MAPA Parce que souvent, on a des difficultés pour avoir les rendez-vous. Ah, malheureusement, je crois qu'on a des délais à 3 mois pour une MAPA. Ouais. On est 4 cardio, et on doit avoir 6 appareils quand ils marchent tous. Il n'y en a pas assez. Ça, c'est le schéma qu'on a en MAPA sur un patient normal. Donc, toute la première partie, c'est les tensions dures. Après, la nuit, on est censé avoir une chute de tension. C'est des patients qui sont d'hyper. Contrairement à ceux qui restent en tension élevée, c'est les non-hyper. On va en voir après. Vers 6 heures du matin, on a le rebond systolique. C'est là où la tension est le plus élevée. Ça remonte. Et puis, ça permet d'étudier les variabilités tensionnelles. Donc ça, c'est le schéma qui est censé être normal. Le schéma suivant montre que la morbidité cardiovasculaire suivant les pressions artérielles systoliques, et on voit que quand c'est élevé la nuit, le pourcentage à 5 ans d'événements cardiovasculaires mortels est beaucoup plus élevé par rapport à une MAPA des 24 heures, de jour, ou la tension qui est prise au cabinet à la fin. Donc c'est surtout les pressions nocturnes, c'est pour ça que la MAPA est importante. La société a également recommandé de réaliser ces mesures en dehors du milieu médical avant de débuter un traitement antihypertenseur, avant de modifier la posologie de ce traitement, en cas de suspicion d'hypertension artérielle résistance pour éliminer l'effet de blouse blanche, avant une consultation dans le cadre du suivi de l'hypertension artérielle traitée, et dans le suivi des patients ayant une hypertension blouse blanche pour dépister l'apparition d'une hypertension artérielle permanente. Excuse-moi, même dans tous les cas, même quand tu détectes une tension à 20, où il y a un seuil, de faire l'automesure chez soi et de regarder avant de débuter un traitement. Quand on a une tension très haute, on commence quand même par début. Alors, très haute, en général, on commence le traitement. Ah, ok, c'est modulé, ça. Ouais. Alors après, il y a des articles qui mettent que tant qu'il n'y a pas c'est pas vraiment une urgence, tant qu'il n'y a pas d'atteinte des organes neurologiques, cardiologiques, de signes OAP, de signes cardiologiques, de complications. C'est pas une faute, quelqu'un qui a 20 de tension au cabinet de découverte des novos, et on lui donne pour faire baisser la tension et de débuter tout de suite un traitement. Donc, sauf s'il y a des signes neurologiques. Oui, oui, bien sûr. Il faut être sûr d'avoir avant que vous n'avez pas un AVC, parce qu'il faut respecter la tension. Parce que c'est délétère de faire tomber. J'ai lu un petit aparté, je disais que les gens, quand on a acheté la blouse blanche, ils ont quand même un risque dans les années qui suivent de se révéler de vrais hypertendus et de devenir hypertendus. La société suggère également de considérer chez l'hypertendu traité une HTA masquée. Alors ça, c'est le contraire de la blouse blanche. Ils ont une tension normale au cabinet, mais on leur retrouve en automesure ou en MAPA une vraie hypertension. Malheureusement, ces HTA masqués aussi ont un pronostic d'événements cardiovasculaires à 5 ans plus élevé que les autres. L'HTA non contrôlée, donc c'est une HTA non contrôlée d'adapter le traitement antihypertenseur en conséquence.
Voilà, les différentes études, je vous chante, sauf s'il y a des choses qui vous intéressent. Une HTA masquée, ben, ça, je vais vous en parler. Tac, tac, tac. Donc, une HTA non contrôlée, c'est considéré comme une HTA non contrôlée. Tac, tac, tac. Donc, permet de dépister un effet blouse blanche, donc une possible diminution du nombre de médicaments. Inversement, donc l'hypertension masquée qui est normale en consultation. Mais l'automesure va nous permettre de renforcer le traitement parce qu'on va s'apercevoir que c'est mal catalogué. Bon, la pression centrale, ça personne ne le fait à part en hospitalier, la recommandation n'est pas très utile. Donc ça c'était pour le premier petit topo. Ah, je suis plus sur ma clé USB. Je cherche le deuxième. Je ne sais pas mon ordi. Petit dossier jaune. On va me remettre sur la clé USB. Petit dossier jaune en bas. Là. Voilà. Voilà. Alors pareil, on va vous parler de la MAPA. Je vais passer pas tout, tout n'est pas super intéressant, mais donc c'est un examen qui est mieux corrélé au risque cardiovasculaire et rénal ainsi qu'à l'atteinte des organes cibles. Ça reflète de manière plus exacte la pression artérielle du patient et la charge tensionnelle dans ses conditions de vie réelles. Donc les études, on les passe. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ce schéma. Alors en vert, en fait, c'est la tension artérielle qui est prise au cabinet. Les trois autres tensions, c'est la MAPA diurne, nocturne et moyenne. Et on voit qu'à chaque fois, les événements cardiovasculaires, on les retrouve plus quand on a diagnostiqué avec la MAPA qu'avec la tension au cabinet, pour montrer l'importance de la MAPA. Bon, ça c'est à peu près pareil, ça va vous montrer les événements cardiovasculaires en fonction des tensions systoliques. Alors, les indications retenues pour effectuer une mesure d'ambulatoire de pression artérielle, c'est l'exclusion d'une hypertension blouse blanche, une hypertension résistante, des symptômes laissant suspecter une hypotension, notamment chez des patients qui ont un antihypertenseur ou nos diabétiques ou nos patients âgés. Tous les diabétiques doivent faire une MAPA? Alors, s'ils ont des symptômes faisant suspecter de l'hypotension. La recherche d'une dysautonomie des diabétiques, les parkinsoniens, l'hypertension paroxystique dans le FEO. Il n'y en a pas beaucoup des FEO. On va souvent dessus, on en parle beaucoup, mais... Ça y en a. Alors ça, il y en a beaucoup. Suspicion des syndromes d'apnée du sommeil, recherche d'une hypertension artérielle nocturne et une pression élevée au cabinet chez la femme enceinte avec suspicion de prééclampsie. Alors d'autres indications, c'est pour les statuts d'hyper et non d'hyper, c'est ceux qui ne baissent pas leur tension la nuit. Donc les non d'hyper augmentent le risque cardiovasculaire. Et l'hypertension nocturne matinale, qu'on ne va pas pouvoir collecter autrement par l'automesure. Les variations ou discordances importantes de mesure entre le cabinet et le domicile. Les pressions artérielles très élevées cliniquement au cabinet chez des sujets avec un faible risque cardiovasculaire, donc ma part. Et enfin, évaluer l'efficacité du traitement antihypertenseur sur le pic matinal de pression. Donc les avantages de la MAPA, nombreuses mesures, normalement 14 le jour, 7 la nuit. L'évaluation de la pression pendant les activités journalières, durant les phases de sommeil, le rythme circadien de la pression artérielle, donc on a vu que le rebond du matin, la baisse la nuit, évaluation de la variabilité de la pression artérielle, pas d'effet placebo, et évaluation du traitement, de notre traitement médicamenteux sur 24 heures. Les limites, il n'y en a pas tant que ça. C'est une difficulté ou impossibilité d'ajuster correctement la manchette sur le bras. C'est des gens qui ont vraiment des très gros bras ou des tout petits bras. Les pressions artérielles systoliques très élevées, ce qui n'est pas en soi une très bonne indication. Les patients souffrant de pathologiques mouvements anormaux, des gros tremblements ou des clonies, et des pouls très irréguliers chez des gens qui ont beaucoup d'extrasystoles, mais beaucoup d'extrasystoles ventriculaires ou auriculaires, ou alors une fibrillation auriculaire très rapide. On évite de mettre des MAPA chez les gens déments aussi qui ne vont pas pouvoir garder l'appareil, qui vont l'arracher. On pose de l'appareil.
Je peux vous le passer, sachant qu'il faut que nous, on ait en gros pour le recueil 70% des mesures valides, avec une qualité, il faut que le patient dorme quand même avec une qualité de sommeil à peu près satisfaisante. Voilà, s'il ne dort pas, on doit avoir des pressions artérielles nocturnes un peu faussées qui vont être trop hautes. Les valeurs de référence, ben c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a vu le petit tableau, donc elles sont un peu moins hautes par rapport aux mesures qu'on a au cabinet sur une MAPA. En pratique, on veut que la pression artérielle moyenne, systolique, soit à 12,5, enfin 125 mm de mercure, minimum 130. C'est le même tableau que tout à l'heure. On voit que c'est plus élevé en cabinet qu'en automesure et qu'en MAPA, dans l'ordre. Alors, pour l'interprétation de la MAPA, on peut retenir 4 autres critères. La variabilité de pression artérielle, c'est la déviation standard par rapport aux moyennes de pression artérielle mesurée. On considère habituellement comme pathologique si elle excède 12 à 15 mm de mercure. Ça peut être un reflet d'un vieillissement de nos récepteurs de barreaux de pression. C'est naissance du barreau réflexe. Mais par contre, il n'y a pas d'étude qui a montré que c'était péjoratif sur le risque cardiovasculaire. Donc, ce n'est pas super important. La pression pulsée, on ne s'en sert pas trop non plus. Donc, dans les critères, c'est le différentiel entre la systolique et la diastolique. Et ça ne doit pas excéder 60 mm de mercure chez un patient hypertendu de plus de 50 ans. Quand c'est très remboursé? Quand c'est pincé, en général, c'est pas très bon non plus. Mais oui, je n'ai pas vu d'études dessus, j'ai rien vu. La charge tensionnelle, c'est s'il y a 40% des chiffres tensionnels retrouvés sur la MAPA qui sont supérieurs aux normes définies. Et le pic de pression matinale, morning surge, c'est la différence entre la pression artérielle moyenne 2 heures après le réveil et la pression artérielle moyenne la plus basse pendant le sommeil. Ce qui, par contre, peut être prédictif d'événements cardiovasculaires, surtout si c'est supérieur à 55 mm de mercure chez une personne âgée. Donc ça, c'est le récapitulatif des valeurs qu'on vient de vous exposer. Donc ça, c'est un petit tableau tout bête, en gros, entre la MAPA et la pression au cabinet. Donc, plus la pression systolique est basse, si c'est normal au cabinet et en MAPA, tout va bien. Si sa pression systolique est normale en MAPA, mais au cabinet, elle est élevée, c'est l'hypertension de la blouse blanche. Si elle est élevée dans les deux, c'est de l'hypertension tout court. Si elle est normale au cabinet et pas en MAPA, c'est de l'hypertension masquée. Donc ça, c'est le schéma qu'on a déjà vu, ça reprend à peu près pareil que tout à l'heure. On voit la baisse de pression nocturne et le rebond matinal. Donc les principaux profils tensionnels reconnus en MAPA, donc c'est le schéma, les 4 schémas, l'hypertension blouse blanche. La MAPA donc retrouve une tension supérieure à 140-90 uniquement au cabinet, alors que la MAPA est inférieure à 130-80. Ça concerne que des individus non traités. Donc il faut y penser en cas de pression élevée au cabinet sans atteinte d'organes cibles. Ça concerne quand même 20 à 25% de la population, jusqu'à plus de 45% avec l'augmentation de l'âge. Donc c'est pour ça qu'on recourt à la MAPA chez ces gens qui n'ont pas d'atteinte d'organes cibles avec une hypertension au cabinet. Donc bien sûr pas de traitement médicamenteux si la MAPA est normale. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les sujets qui présentent une hypertension bougeante semblent plus à risque à long terme de développer une hypertension artérielle. Donc, c'est peut-être un signe avant-coureur. Pourquoi? Parce qu'on ne les traite pas bien. Non, mais pour l'instant, on leur fait une MAPA, ils vont être normales, mais au fil des années, on va s'apercevoir qu'ils vont devenir hypertendus. C'est des micro-lésions endothéliales, super n'importe quoi. J'en étais là, voilà. Donc l'hypertension blouse blanche chez un sujet sans traitement, la pression est sensiblement normale tout au long des 24 heures sur la MAPA, sauf les 2 premières mesures où on vient de lui poser l'appareil en haut.
L'effet blouse blanche doit être différent de l'hypertension blouse blanche. C'est des hypertendus eux, qui sont traités, mais pour laquelle la pression en consultation va quand même être plus élevée par rapport à leurs mesures à domicile. Et cette situation, lorsqu'elle n'est pas reconnue par une MAPA, est responsable d'une fausse hypertension artérielle résistance. Donc l'effet blouse blanche est considéré significatif si la différence entre la pression de consultation et la MAPA diurne dépasse 20 mm de mercure pour la systolique et 10 pour la diastolique. Donc on revient sur l'hypertension masquée. Donc là, on a une tension qui est inférieure à 140/90 au cabinet, mais élevée en dehors du cabinet. Donc à la MAPA, on va retrouver des chiffres tensionnels supérieurs à 130/80 en moyenne sur les 24 heures, et pas seulement pour la période diurne. Donc c'est une vraie hypertension. Et ce terme doit être réservé aux individus non traités, car sinon on a déjà des individus hypertendus, ce n'est pas une hypertension masquée. Donc ça concerne, étonnamment, mais je ne le savais pas, je redis moins, c'est quand même 10 à 15% de la population générale. Et une hypertension artérielle masquée doit être recherchée par MAPA dès qu'il y a une atteinte d'un organe cible, problème de fond d'œil, cerveau, cœur, AVC, et que ça contraste avec une normotension au cabinet. Donc c'est nettement corrélé à un risque cardiovasculaire augmenté avec atteinte des organes cibles. Des anomalies métaboliques plus fréquentes, obésité, diabète, dyslipidémie, et puis des signes de microalbuminurie, athérosclérose, autopère des TSAO, HVG à l'écho-cœur. Chez ces sujets hypertendus traités avec une pression artérielle de consultation normale mais une pression ambulatoire élevée, le terme d'hypertension incontrôlée masquée donc est plus approprié. Voilà, l'hypertension, donc c'est des gens qu'il va falloir absolument traiter. Une hypertension non contrôlée masquée doit aussi faire évoquer un problème d'observance thérapeutique avec la prise du traitement antihypertenseur juste le jour de la consultation. Alors moi, souvent les gens ils ne prennent pas le traitement le jour de la consultation. Ouais. Est-ce qu'ils vont voir le docteur? Ah, je leur dis, c'est un peu embêtant. Ils font plutôt le contraire. Mais... Et l'hypertension nocturne isolée est souvent en rapport avec aussi des médicaments de durée d'action insuffisante administrés le matin ou quelques heures avant la consultation ne couvrant pas les 24 heures. Donc la MAPA permet de réajuster le traitement, parfois de mettre un traitement plutôt le soir avant de coucher. C'est les incidences cumulées, c'est le schéma qui vous montre que l'hypertension masquée est celle qui a le plus de problèmes de complications cardiovasculaires, pareil avec les années. Donc ça concerne quand même presque 20% de la population. Les anomalies du rythme circadien. Donc la MAPA est c'est le seul, pas contrairement à l'automesure qui peut faire renseigner sur l'évolution de la pression artérielle durant la nuit. Donc, comme on a vu, la pression artérielle fluctue devant la nuit, ça doit baisser la nuit chez les patients d'hyper pour augmenter en fin de nuit. C'est assez reproductible chez tous les patients quasiment. Et avec un rythme circadien qui peut être inversé chez des patients qui travaillent la nuit. Donc on a une pression artérielle nocturne normalement doit baisser de 10 à 20% la nuit, c'est normal. Mais il y a des gens qui sont non d'hyper, donc qui sont plus à risque cardiovasculaire, qui ne présentent pas cette baisse. Il y a des patients qui sont extrêmes d'hyper, qui vont baisser beaucoup plus, et il y a des reverses d'hyper, eux qui vont monter beaucoup plus. Alors bien sûr, ceux qui sont à risque, c'est ceux qui vont, les reverses d'hyper, ceux qui vont augmenter leur tension artérielle la nuit, et ceux qui vont être non d'hyper, qui ne vont pas la baisser. Une petite question, quand on travaille de nuit, Ouais. après ça modifie totalement le rythme. Ouais, ça inverse le rythme. Ouais. Ouais. En plus, c'est des gens qui dorment moins souvent. Ouais. Il y a plein d'études, hein, Après, ils font ça 3 augmente. jours après. Ils ont plus de 3 jours de risques. pause. Ouais, mais ils ont plus de risques pour la santé, ils ont plus de complications, un peu tout, hein, cardiovasculaires. Le cancer aussi. Ouais. Ouais, c'est quand même péjoratif au niveau santé. Hein. Quelqu'un qui te demande, non, Sandrine? Non, quelqu'un qui s'est connecté. Non, là, sur les dipeurs, je ne vous en parle pas plus, ça ne justifie pas. Alors, les complications, donc, pareil, hein, on voit que, en gros, c'est tous les événements cardiovasculaires, la mortalité, les AVC, en gros, c'est tous ceux qui ne baissent pas leur tension la nuit ou qui augmentent leur tension la nuit qui font les complications. Donc, l'intérêt de la MAPA. Le profil non d'hyper, donc ces gens qui ne baissent pas leur tension la nuit, est souvent associé à une hypertension artérielle secondaire. Donc là, ils ont réduction de l'élimination rénale et du sodium durant la journée. C'est le facteur qui
provoque cette hypertension nocturne avec le profil non dipeur. Ça entraîne une augmentation secondaire de la pression artérielle nocturne pour maintenir la natriurèse et de maintenir une balance sodée quotidienne. Alors, après ce tableau, on va vous récapituler ceux qui ont des problèmes de rythme circadien. C'est surtout les pathologies, le diabète, les syndromes d'apnée du sommeil, les stéroïdes, l'insuffisance rénale chronique, les consommations alcoolisées d'alcool excessive, l'hypertension secondaire, rénovasculaire, phéochromocytome, Cushing, adénome de Cohn, l'hypertension artérielle maligne et la prééclampsie. Ça, c'est en raison de la surmortalité chez des risques cardiovasculaires chez les non-dipeurs. Ils recommandent de mettre un antihypertenseur le soir au coucher. Ça paraît logique. Hein. Donc ça, avec des résultats qui sont probants sur les MAPA de contrôle. On tac, tac, tac. Et pareil, d'administrer des substances qui marchent plus à plus longue durée d'action, qui marchent sur 24 heures. Introduction d'un diurétique ou d'un régime pauvre en sel efficace pour transformer un patient non dipeur en dipeur. Le pic de pression matinale, c'est une augmentation, on avait vu, de 55 mm de mercure entre la valeur nocturne la plus basse et la valeur moyenne pendant les 2 heures suivant l'éveil. Un pic exagéré chez les gens de rebond nocturne, ces gens font 3 fois plus d'AVC et de complications cardiovasculaires, notamment coronaires. Donc c'est important à dépister également par la MAPA. Donc pareil, ces gens-là qui font le pic en fin de nuit, on leur met un traitement le soir. Variabilité ou labilité tensionnelle, alors on en a pas mal, mais ça les études n'ont pas trouvé en fait de corrélation sur le risque cardiovasculaire, donc ça a moins d'intérêt en pratique. Donc les patients aussi qui ont cette labilité artérielle, c'est le patient âgé, les diabétiques, les atteintes neurologiques, dysautonomie, Parkinson, les antidépresseurs. Tous? Non, pas tous. Heureusement. Et la MAPA permet également de vérifier l'efficacité d'un traitement antihypertenseur et sa couverture durant le nictémère. Elle permet également de corréler les symptômes décrits par le patient avec des variations de pression artérielle durant sa journée active. Dans le cas d'une HTA qui semble réfractaire au traitement lors de contrôle au cabinet, la MAPA permet d'évaluer la part de réalité de la résistance au traitement lors de la mesure ambulatoire et d'autre part d'adapter plus spécifiquement le traitement le cas échéant. La grossesse est une bonne indication de MAPA, notamment lorsque la pression au cabinet est élevée. L'absence d'abaissement tensionnel nocturne, donc les non-dipeurs, c'est corrélé avec la survenue d'une prééclampsie. En pratique, la MAPA permet de mieux apprécier la variabilité de la pression artérielle de 24 heures et ses variations. Sur le plan pronostic, la MAPA des 24 heures, toujours des MAPA des 24 heures, on a la nocturne avec, sont mieux corrélées avec les lésions des organes cibles et la morbimortalité cardiovasculaire. Au niveau thérapeutique, la MAPA permet de mieux adapter le traitement au cours du nictémère, c'est la chronothérapie, donc des médicaments à plus longue durée d'action, de mieux connaître l'effet des différentes molécules et de ne pas surtraiter inutilement les patients avec effet blouse blanche. Bon, moi, je baisse souvent les traitements après MAPA, avant que je les avais augmentés après des tensions au cabinet. Je les remets un peu comme avant. La MAPA a cependant été peu utilisée dans les grands essais d'intervention en dehors d'études en sous-groupe, ce qui fait que la pression artérielle cible optimale en MAPA reste encore pas tout à fait bien définie. Bon, en général, on essaye 130-80 mm de mercure. Voilà. C'est la norme acceptée. Voilà. Si vous avez des questions, vous me dites. Après, on va passer. Est-ce qu'on peut repérer du coup les patients qui ont une HTA masquée? On peut les repérer avec une automesure à la oui. maison? Bon, oui. C'est MAPA ou automesure pour acheter un masqué. Alors, j'ai encore perdu ma clé. Tadam. Alors après, j'avais pris le tableau des dernières recommandations pour les traitements. Ouais. C'est toujours la Société française d'hypertension. Donc en France, comme je vous disais tout à l'heure, stagnation voire diminution du nombre de personnes connaissant leur chiffre tensionnel, à l'instar d'autres pays à niveau socio-économique équivalent qui sont mieux dépistés que nous. Tac, tac, tac. Bon, ça, je ne vais pas vous redire, hein, ça recoupe un peu plein de choses que je vous ai dit auparavant. Non, celui-là, je l'ai fait.
Alors attendez, je ne fais pas plus grand. On va arriver aux périodes de poussée hypertensive, avec les pâtés cochons, Ah, Noël. pâtés cochons. Vous n'avez pas les huîtres ici? Ah ouais, ben, entre le cochon et le jambon, c'est bien salé. J'ai une question du docteur Desmazon. Quelle prise en charge pour la thé à élever en début de grossesse, premier trimestre? Alors, on a déjà, il faut être sûr que ce soit une vraie hypertension, on la confirme par MAPA. Et en traitement, on n'a pas trop de choix pour les femmes enceintes. On a le choix d'être 2 inhibiteurs calciques. Alors, c'est l'adalate, le loxène et le trandate. On est assez limité en traitement. Après, si ça l'intéresse, j'ai tout le topo sur HTA et femmes enceintes que je pourrais lui envoyer. Bon, pour le coup, on n'a pas beaucoup de molécules pour la femme enceinte. Même qui allait aussi. Hein, ça reste... Pourtant, c'est infréquent. Ouais, mais on tourne toujours avec les mêmes molécules. Pour le coup. Ouais. Alors, il a ajouté, mais surveillance cardio ou gynéco? Où est-ce qu'on l'envoie? Oh, bah, les deux. Hein. Ouais, de toute façon, elle va chez le gynéco. En général, c'est le gynéco qui l'envoie au cardio. Ouais, les deux. De toute façon, il faut qu'elle ait une éco-cœur et une MAPA. Un ECG, une éco-cœur et une MAPA. Alors, non. Attendez que je ne me trompe pas. Voilà, HTA première des maladies cardiovasculaires en France et dans le monde. Alors j'ai lu hier, quand il y a sur 8 milliards, maintenant on est 8 milliards, il y a à peu près 1 milliard d'hypertendus. Ça fait beaucoup. C'est énorme, hein? Ouais, ça fait beaucoup. Imagine le marché. L'HTA n'est qu'un des éléments d'évaluation du risque cardiovasculaire absolu. Donc vous savez qu'il y a des tableaux avec des scores de risque cardiovasculaire avec tous les facteurs. Je ne vous en ai pas parlé. Donc on essaie toujours d'évaluer le retentissement sur les organes cibles, cœur, cerveau, rein, gros vaisseaux, avec le niveau de risque cardiovasculaire qui va conditionner les modalités de prise en charge. Le bilan initial chez la personne hypertendue, on le fait tous, hein, je vous fais un petit rappel, mais glycémie, cholestérol, HDL, LDL, triglycérides, créatinine, débit de filtration glomérulaire, kaliémie, protéinurie ou microalbuminurie, électro. L'HTA est le plus souvent légère à modérée et essentielle dans plus de 95% des cas. Donc l'objectif tensionnel, comme tout à l'heure, c'est toujours le même, 140-90 en consultation, un peu plus bas en MAPA et en automesure. La monothérapie ne permet d'atteindre l'objectif que dans 50% des cas, et après on va voir quelle association on met en cas de tension non à l'objectif. Quand le diagnostic est établi, on a une consultation d'information, on va en parler après, mais on lui annonce ce qu'il faut faire comme sport, le régime, les règles hygiéno-diététiques. Voilà. Ah oui, si, j'écoute également. Ils disent oui. Après, il y en a qui disent oui, mais... Voilà. Là, je ne vous refais pas les mesures. Tac, tac, tac. Ça recoupe, mais il y avait des choses que vous avez dire. Des nouveaux patients que tu vois, tu leur demandes vous avez des problèmes de santé, tout, non. Puis encore que la consultation, ils te disent qu'ils prennent un traitement pour la tension. C'est même pas une maladie. Si vous avez des problèmes de santé, ça doit s'accompagner de est-ce que vous prenez des médicaments tous les jours? Il y a des gens qui prennent comme le glaucome, c'est pas un médicament, alors que les gouttes au QR, inspirent. Donc, comme la bière et le vin, c'est pas de l'alcool. Ouais, c'est ça. Un classique. Alors, la recherche d'atteinte des organes cibles, essentiellement neurologiques. Donc, s'il y a des gens qui ont des syndromes de localisation de l'imagerie cérébrale urgente, un retentissement le fond d'œil sur les gens qui ont des troubles visuels. Bon, ça, c'est pas ça, je ne vais pas vous le détailler. L'électrocardiogramme, tac, tac, tac. Donc, l'hypertrophie atriale gauche et l'hypertrophie ventriculaire gauche. Tac, tac, une belle hypertrophie ventriculaire gauche. L'index cardiothoracique sur une radio de poumon. L'écho cardiaque avec une cardiopathie hypertrophique. On a des parois du ventricule gauche qui sont épaissies, des anomalies de relaxation du ventricule gauche qu'on voit facilement, et une dilatation de l'oreillette gauche. Des douleurs thoraciques qui peuvent donner... Alors, il y a souvent des troubles de repolarisation chez les patients qui ont une hypertrophie ventriculaire gauche à l'électro.
donc ils ne sont pas forcément coronariens. Les retentissements vasculaires au niveau des membres inférieurs, au niveau intestinal sur les ischémies mésentériques, les dissections aortiques, bon, tout le classique. Le retentissement rénal, c'est le débit de filtration glomérulaire pour la fonction rénale. La microalbuminurie chez tous les diabétiques et chez les patients à risque rénal, le rapport albumine-créatinine urinaire qu'on utilise de plus en plus. Valeur pathologique si le RAC est supérieur à 30. Bon, c'est que des rappels, hein, ça je pense qu'on connaît tous, hein, les facteurs de risque, l'âge, le tabac, la dyslipidémie, le diabète, les antécédents familiaux, l'IMC élevé avec syndrome métabolique avec un périmètre abdominal augmenté. Donc ça c'est les tableaux des scores de risque cardiovasculaire que vous avez tous vus 100 fois. Vous me dites si vous voulez que je les détaille, mais... Donc les diagnostics étiologiques. Surtout je vais en parler parce qu'il y a des maladies rares. Donc dans l'interrogatoire, on recherche la contraception orale, les antécédents familiaux, les gens qui consomment beaucoup de réglisse. Alors j'ai pas l'impression en Martinique qu'il y a beaucoup. Hein, je sais pas. La consommation excessive d'alcool, c'est-à-dire alimentation riche en sel. C'est plus ça. Alors les gens qui... Par contre, ça se dépiste, les gens riches en sel, on demande une natriurése, si elle est supérieure à 200 mg par 24 heures et qui vous disent qu'ils ne mangent pas de sel, c'est pas vrai. Le surpoids, la sédentarité, le syndrome dépressif, certains médicaments, anorexigènes, tricycliques, IMAO, corticoïdes, AINS, les bêta-mimétiques, les cyclosporines, l'érythropoïétine, certains collyres et décongestionnants nasaux, les toxiques, cocaïne, amphétamine, et j'ai vu cannabis aussi. Les éventuels antécédents uronéphraux, donc les gens qui ont des coliques néphrétiques, qui ont des pollakiuries, dysuries, qui ont des signes urinaires, infections urinaires, notion ancienne d'une protéinurie ou d'hématurie, des antécédents tuberculeux ou streptococciques, du traitement par des drogues néphrotoxiques, antécédents de traumatisme lombaire, d'intervention lombo-abdominale et des antécédents goutteux. J'en ai pas mal, j'en ai quand même des goutteux ici. Beaucoup. Ouais. On recherche tous les signes de déséquilibre cortico-surinalien, polyurie, polydipsie, tétanie, asthénie, échec des diurétiques thiazidiques, ou de la série médulo-surinalienne, HTA paroxystique, hypotension, céphalée, sueur, palpitation, les gens qui ont des signes de Cushing, examen clinique, bon, ça, c'est un peu toujours pareil, hein, je peux pas alors le truc important, c'est les poux fémoraux quand même, dans les coarctations aortiques, il n'y a pas de poux fémoraux. On n'en voit pas tous les jours, mais abolition des poux fémoraux. On les décèle comme ça si tard, c'est jeune les poux fémoraux. Ouais, chez les enfants. Ouais. Moi, j'en ai jamais vu, hein, personnellement. Les poux chez les vues, non. Encore non, mais oui, non, mais Toucher pelvien, bon, ça, je pense pas qu'on le fasse tous les jours. Le bilan biologique à minima, bon, c'est le même que je vous ai parlé juste au-dessus. Vous m'arrêtez si vous... Vous n'avez pas la microalbuminurie? Oh, il doit y avoir. Au-dessus, il y a le RAC. Natrémie, kaliémie. Moi, on l'avait vu au-dessus. Hein. Il y avait la protéinurie et microalbuminurie. Voilà. Bon, ça, c'est le RAC. Dans les examens urinaires, je pense qu'il va l'avoir. Donc, si au terme du bilan clinique, paraclinique, biologique, pas d'anomalie, on est en présence de plus de 95% d'une hypertension essentielle qui ne nécessite pas plus d'investigation poussée. Donc, dans la consultation d'annonce, première éventualité, un patient qui n'a pas d'autres facteurs de risque cardiovasculaire, risque cardiovasculaire faible, traitement non pharmacologique initial, c'est-à-dire mesure hygiéno-diététique pendant 6 mois, avec une dose de sel qui est inférieure à 6 grammes par jour. Réduire le surpoids. Alors, il y a plein, si vous voulez, après j'ai tous les paraliments, ce que ça reporte comme ça. Moi, je leur dis en pratique, le pain, le fromage, la charcuterie, les plats cuisinés étouffés, les salaisons ici, parce qu'il y a des personnes âgées qui prennent beaucoup de salaisons, les burgers, les pizzas, les eaux gazeuses, les boissons alcoolisées. Alors, j'essaie de pas trop les...
sans trop les brimer parce qu'ils ne le font pas si on est trop sévère, je leur dis de réduire déjà, avant d'arrêter complètement parce qu'ils ne vont pas le faire, de ne pas ressaler excessivement le riz, les pâtes, d'essayer de privilégier les aromates, le poivre, tout ce qui donne du goût. Le curcuma. Voilà, ici, ça manque pas d'épices. Réduire le surpoids donc par un régime approprié et inciter à reprendre une activité physique en aérobie d'au moins 30 minutes 3 fois par semaine. Donc, je leur dis d'aller marcher 1 heure 3 fois par semaine. Ouais. Donc diminuer l'intoxication tabagique. Alors j'avais même lu, moi, 2 verres de vin par jour pour les hommes et 1 pour la femme. Là, ils sont un peu plus larges. Augmenter la consommation de fruits et légumes, réduire les apports en graisses saturées. Et au bout de 6 mois, si l'objectif est toujours atteint, c'est-à-dire au-dessus de 140-90, traitement pharmacologique. Un risque moyen, donc le patient va être ou diabétique en plus de son hypertension, ou dyslipidémique. Le traitement non pharmacologique est toujours proposé, mais on va le revoir à 3 mois au lieu de 6 mois avant de mettre un traitement en route. Le risque élevé, on ne discute pas, traitement en route mis immédiatement, associé aux mesures hygiéno-diététiques. Alors quand on décide de traiter, il y a 5 grandes classes de médicaments, c'est toujours les mêmes, hein, il n'y a pas de grandes nouveautés. Les IEC et les ARA2, les bêta-bloqueurs, les inhibiteurs calciques, BCC, bloqueurs des canaux calciques, les diurétiques thiazidiques, et les alpha-bloqueurs. Alors, et lequel on commence par lequel? Globalement, on commence quasiment tout le temps par un thiazidique, ou un ARA2, ou un IEC. Il y a le tableau qui détaille. Sujet âgé, thiazidique. Alors, le sujet âgé, c'est plutôt le calcique par rapport aux IEC, aux ARA2. Une bière classique. Oui. Néphropathie diabétique, dès qu'il y a une microalbuminurie, on ne discute pas, c'est IEC ou ARA2. Diurétique thiazidique et diurétique de Lens, il y a une insuffisance rénale sévère qui contre-indique les thiazidiques. Ils font goûter, mais pas thiazidique. Ouais, même le diurétique de Lens, ça fait monter l'uricémie. Ouais. Et diurétique de Lens, c'est pas pour l'insuffisance cardiaque. Aussi, oui. Chez lesquels, alors, la particularité de l'insuffisance cardiaque, tu vas mettre des bêta-bloqueurs et les diurétiques de Lens. Donc la néphropathie diabétique, bon, c'est toujours pareil, ARA2, IEC, thiazidique et diurétique de Lens. Alors entre l'ARA2 et les IEC, parce que le prix n'est pas le même quand même. Non mais c'est vrai, moi je suis un peu... mais en ce moment, les labos, ça n'arrête pas, quoi. Dans la néphropathie diabétique, regarde, dans la néphropathie diabétique type 1, ils te mettent IEC ou ARA2, et dès qu'il y a le type 2, c'est ARA2 ou IEC. On a une petite différenciation. Et puis après, il y a globalement, il y a la toux aux IEC, il y a ceux qui ont déjà fait des œdèmes de Queen, qui n'ont même pas l'IEC. Oui, bien sûr. Moi, je trouve que c'est plus facile d'emploi, on a moins d'effets secondaires avec les ARA2. Ouais. Globalement, c'est vachement, c'est mieux toléré et les gens ne reviennent pas en disant je tousse. Ça peut arriver, des touches sur le drame, c'est exceptionnel. Ouais, il y en a, mais pas beaucoup. Donc, les cardiopathies IEC bêta-bloquants, alors cardiopathie avec l'insuffisance cardiaque avec une équivalence. Donc, pareil pour la maladie coronarienne, sauf que chez le coronarien, on met l'inhibiteur calcique qui est vasodilatateur. Attends. Insuffisance cardiaque systolique, c'est ce qu'on a évoqué, hein. Thiazidique ou ANS, IEC ou ARA2 systématique, bêta-bloquant, et dès qu'il y a une insuffisance cardiaque un peu plus sévère, on rajoute un anti-aldostérone. Bon, maintenant, ils finissent tous avec l'anti-aldostérone, le Forxiga, l'Entreston, et on enlève, dès qu'on met l'Entreston, on enlève l'ARA2 et l'IEC. C'est une mode, ça, ou... Non, c'est des recommandations. Hein. Oui, non, mais parce que... C'est des recommandations après essai clinique. Hein. Oui. Donc, c'est pas... Le Forxiga, ça peut arriver à quelle période, à quel moment dans le degré d'insuffisance? Globalement, ça vient dès qu'ils sont... maintenant, même dans l'insuffisance cardiaque, la fonction systolique préservée. Ah donc, on est quasiment mettre presque à tous nos insuffisants cardiaques. Hypertrophie ventriculaire gauche, ARA2 et diurétique thiazidique. Voilà, il n'y a pas les IEC, par exemple. Antécédents d'accident vasculaire cérébral, les thiazidiques et les IEC. Les seules bithérapies autorisées de première intention sont pour l'instant ces sessions fixes de diurétique avec Préterax, Lodos, Vitins.
Et pourquoi ils sont autorisés? Ben, c'est AMM en première intention. Les doses? Que les autres, ils ont des AMM en deuxième intention. Ils n'ont pas fait les dossiers pour. Ouais, ça peut Ouais, être c'est trop mieux. cher, ou il y a peut-être voilà, ou les molécules étaient trop vieilles et plus rentables. C'est pas, il y a toujours des intérêts économiques. Donc là, la tension à atteindre toujours inférieure à 140/90 en consultation. Chez les diabétiques, on essaye inférieur à 130/80 quand ils ont une microalbuminurie, et les non-diabétiques avec protéinurie. En cas d'échec, au bout de 4 semaines de la monothérapie choisie, aménagement thérapeutique avec bithérapie, plutôt qu'une augmentation de dose. On peut augmenter les doses, ce n'est pas une erreur, mais ça marche mieux quand on les met en association. Bon, les associations, ben, c'est IEC calcique, c'est IEC thiazidique, c'est ARA2 thiazidique, on les connaît, ça va du Coveram, on les connaît tous, hein, Coaprovel. La trithérapie ne s'envisage qu'en cas d'échec d'une bithérapie à pleine dose prescrite pendant encore 1 à 2 mois. Et donc là, souvent, on rajoute un calcium bloqueur au thiazidique et à l'ARA2 ou IEC. Si la pression artérielle reste toujours supérieure à 140/90, confirmée par automesure ou MAPA, malgré trithérapie, à bonne dose depuis au moins 1 mois, alors on parle d'hypertension artérielle résistante, donc là, il faut vérifier l'observance, contrôler les apports sodés et la fonction rénale, rechercher les interférences médicamenteuses ou toxiques. On met avec la dépression pour les antidépresseurs, tricycliques et MAO, une prise de poids importante en peu de temps, et suspecter une hypertension secondaire. Donc là, les généralistes vont envoyer à l'endocrinologue et au cardiologue. Qu'est-ce que c'était? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de fléaux ici quand Alors même. ça, je le vois souvent. La prescription, je vois beaucoup d'hypertendus qui ne sont pas athéromateux, qui sont sous cardégique ou aspirine à petite dose, alors que ce n'est pas dans les recommandations. Sauf s'il y a un risque athéromateux, qu'il y a quelque chose d'objectivé sur des Dopplers, des Ah, coronaires. ils sont très, très automédication pour l'aspirine. Ouais, mais globalement, moi, Ouais. Non, vous ne ferez pas? on conseille de l'arrêter. En plus, c'est les hématomes. Le taux de LDL, c'est ça. Attendez, donc on essaye de baisser le LDL cholestérol à 0,7 grammes par litre quand les éléments sont hypertendus. C'est pas un plus stacanoïs, ça, 0,7. En prévention secondaire, quand ils ont des. Parce que 0,7, En prévention, c'est secondaire. Hein, ouais. Oui. non? Alors, même les coronariens, c'est 0,55. On n'y arrive pas souvent. Hein. Ouais, non, mais je veux dire, entre. Oui. Les recommandations. Ils mettent en dessous de 1 gramme, voire 0,7. Ils sont gentils. Et une HTA normale, c'est Ouais. seul. La personne hypertendue diabétique. Et si on a un bon HDL, ça compense un peu. Non, bon, non. Non? Non. Parce que les statines. Facteur contrôle des facteurs de risque associés. Ah, non, mais dans la vraie vie, vous Dans la avez vraie- beaucoup des gens à 0,5? Pas tant que ça. Ah, bah. Même à 1 gramme, non? Enfin, je sais pas, ou alors les biens sont pas bons. Alors, tu sais, par contre, j'ai essayé là, les anti-PCSK9 moi, chez les coronariens. Tu sais, je pense qu'ils vont agrandir les indications et ça marche super bien. Non seulement ils n'ont plus les effets musculaires des statines, mais Oui. en plus ça les baisse. D'un coup? Je pense qu'après ça va se généraliser quand les coûts vont baisser, ça aussi. Parce que ça coûte combien ça? Je ne sais pas le prix, mais c'est cher en moins. C'est pour ça qu'ils ont restreint les AMM. Hein. Les anti-PCSK9, il y a 2 stylos, c'est le Praluent et l'autre, je suis en train de chercher. C'est le même, hein, mais c'est un autre labo, Praluent et... Ça ne me revient pas. Oui. Tu fais une injection toutes les 3 semaines et tu as un LDL. C'est prescription spécialisée. C'est magique. Pour l'instant, c'est une prescription sur les ordonnances spécialisées. Pour les cardios. Et je pense que c'est réservé aux spécialistes. Ah ouais, parce que ça, on n'a pas droit. Il faut que ça soit des gens qui ont fait un syndrome coronarien et qui ne sont pas à l'objectif ou qui sont intolérants aux statines
et qui ne sont pas levés. Donc, on a, mais je pense qu'ils vont étendre le montant de syndication. Et donc, on fait une entente préalable à la Sécu et ils répondent dans les 48 heures. C'est très rapide en prise en charge. Hein? Non, c'est 0,7 même à l'HTA avec facteur S. Ouais. Alors, la surveillance sur un patient hypertendu contrôlé, vous allez le voir en visite, vous pouvez le voir tous les 3 à 6 mois. Parfois, alors là, en pratique, une cause est retrouvée, donc on a dit moins de 5% des cas. Recherche d'une cause quand le sujet a moins de 30 ans, sur une hypertension qui est d'emblée sévère, supérieure à 180-110, ou qui s'aggrave rapidement, en cas d'hypertension artérielle résistance, ou quand le bilan initial fournit un signe de répétition étiologique. Parmi les suivants, donc la coarctation aortique, on n'a pas de poux fémoraux. Il y a les sténoses artères sous-clavières qui font des différences. On avait vu tout à l'heure plus de 15 mm de mercure entre les deux bras. Donc ça, c'est une IRM de coarctation. Des anomalies du bilan rénal ou des antécédents uronéphrologiques. Des hypokaliémies par fuite urinaire. Donc dans toutes les hypokaliémies, on cherche le FeO, le Cushing, l'adénome de Cohn, l'hyperplasie bilatérale des surrénales. Donc là, qui ne se traite pas chirurgicalement, mais par des antialdostérones. Bon, ce n'est pas des pathologies qu'on va voir tous les jours. Pathologie thyroïdienne et parathyroïdienne. Plus fréquent, le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. 30 à 50% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil sont hypertendus, mais près de 30% de ces patients hypertendus présenteraient un syndrome d'apnée du sommeil qui n'est pas diagnostiqué. Donc, il faut penser à demander les polysomnographie. Surtout si madame dit que monsieur ronfle, il s'endort facilement la journée. Bon, là, je ne vais pas vous revenir, c'est toujours les causes qu'on a déjà vues, ça se recoupe avec les autres topos. Ça coûte à peu près 450 € le stylo. Ah, Mais ça marche l'enfer. Je pense qu'à terme, ils vont généraliser, ils vont baisser les coûts. Et... 50 €. Attends, c'est énorme. Une boîte de statine, ça fait pas super. Ouais, en fait, pour l'instant, ils le mettent au coronarien revascularisé dans l'année. Ou intolérance sévère au statine. Il y a une question. Le bilan diagnostique de l'HT1 doit-il systématiquement s'accompagner d'un dépistage du SAHOS? Eh ben, il faut y penser dès qu'il y a des signes associés, ronflement, surpoids, comment ça s'appelle, quand tu t'endors facilement la journée, tous les signes qui font penser. Le piquic. Tu as 30% de non diagnostiqués. Et souvent, on retrouve ces syndromes d'apnée chez les hypertendus résistants. Ouais. Et c'est quand Alors, le problème des apnées, ceux qu'on a pareil, il y en a 50% qui vont abandonner l'appareil. oui. Pas évident après. Il faut déjà leur dire de maigrir. Ça m'intéresse. Ceux qui regardent, c'est vraiment ceux qui étaient fatigués. Ouais. Parce qu'ils vont faire des... Et ils voient, ils sont améliorés spectaculairement. Alors, Il faut trouver un intérêt pour continuer le traitement. Autrement, tu ne le fais pas. Non, mais pareil, chez les diabétiques que je vois en consultation qui ne sont pas traités, je leur mets facilement de l'Ozempic. Ils ont une injection par semaine, ils n'ont pas de cachet et ça marche bien. ils sont contents de le faire, ça. Ouais. Alors, si vous n'avez pas de questions, j'ai quelques QCM. Ah oui, nous invite, non, c'est metformine en première, attention. Oui, normalement. Ouais, c'est pas des recommandations. Ouais. Ouais, je sais. Je ne la coupe pas. Parce que nous, on est contrôlés. Ouais. Après, j'en mets pas souvent. Non, mais la Sécu, on est tous contrôlés quand même. Le coût, le système. Je pense qu'en tant que spécialiste, ils vous laisseraient tranquille. Non, mais après, je leur dis d'aller voir un endocrino, mais je crois qu'ils ont l'accès, pas toujours facile non plus. J'ai reçu le courrier d'un médecin conseil parce que j'avais une patiente qui n'avait pas de metformine. Elle avait un analogue du GLP-1, mais elle n'avait pas de metformine. J'avais reçu un courrier du médecin conseil en me demandant pourquoi est-ce que ma patiente n'avait pas la metformine. Tu vois, tu viens de te saler. Hein. Ouais, moi, j'en prescris pas non plus tous les 2 jours. J'en prescris pas souvent. Oui, c'est ça. Non, mais C'est tellement facile d'usage. 3 mois d'installation, ça te C'est sûr courrier. qu'ils vont le prendre. Ça montre que la Sécu regarde. Alors, si vous n'avez pas de questions, il y a des petits QCM. Ah. Alors, si vous ne voulez pas tricher, il y a la réponse à la fin du QCM, mais il ne faut pas tricher.
Je ne vais pas vous montrer la fin. Alors. Mais attendez, hop, je baisse. Voilà. Alors celui-là, c'est pas Attends. lequel. Madame, Une femme diabétique, 152,90 de tension. Quelles sont les propositions pertinentes concernant son traitement antihypertenseur? Réduire la pression à moins de 120 mm de mercure réduit le risque d'AVC. La combinaison d'un traitement IEC-RA2 réduit le risque d'insuffisance rénale terminale. Réduire la pression artérielle systolique à moins de 120 réduit le risque d'infarctus du myocarde. Le traitement antihypertenseur est plus efficace que le contrôle glycémique intensif. Réduire la pression artérielle systolique à moins de 120 réduit le risque d'insuffisance rénale terminale. Des avis. Je crois qu'on peut raisonnablement éliminer la 2. Oui, en combinaison d'un traitement IEC radio, c'est sûr. Réduire le risque d'infarctus, réduire le risque d'un cathode juste. J'ai vu sur le Sénat comme interne, j'étais externe. Alors la réponse, en l'occurrence, la seule qui est vraie, prouvée par des essais cliniques, c'est la 1. Ça réduit le risque d'AVC. Il y a une question que je m'étais posée, que je n'ai pas retrouvée, que je voulais demander à un néphrologue. J'ai vu encore cette semaine une dame qui avait un rein unique suite à une néphrectomie, qui était sous IEC et qui avait un IEC. Et pour moi, c'était contre-indiqué sur un rein unique. Mais j'étais pas sûr de mon coup. Et là, ça réduit pas l'insuffisance rénale terminale. Non. Alors, je pense qu'il doit jouer sur les mots, c'est la terminale. Oui, c'est parce qu'il y a terminale, Ouais. tout simplement. ouais. Un homme d'origine africaine, lesquelles des propositions suivantes vous paraît le plus pertinent concernant son traitement? Les diurétiques ne doivent jamais être utilisés en raison du risque élevé de diabète. Une combinaison de bêta-bloqueurs et de diurétiques doit être instituée de première intention dans la plupart des cas. Les bloqueurs des canaux calciques et les diurétiques sont aussi efficaces pour réduire la pression artérielle. Les bloqueurs des canaux calciques doivent être institués en première intention, suivis par un IEC ou un ARA2 si nécessaire. Eh bien oui. On commence par un inhibiteur calcique pour le coup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Le thiazidique peut faire monter la glycémie. Le bêta-bloqueur Et l'acide urique aussi. ouais. Et le bêta-bloqueur peut masquer les signes d'hypoglycémie. Il ne doit pas le contre-indiquer, hein, par ailleurs. Pour ta goutte, tu vas lui dire buvez du Vichy. Ouais. Comme le Vichy, c'est salé. Ah, C'est faut salé, prendre voilà. attention. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, un homme de 67 ans, pression 154/84, aspirine simvastatine, parce qu'il a fait un infarctus 6 mois avant. Laquelle des prépositions suivantes est la plus pertinente sur son traitement antihypertenseur? Les bêta-bloqueurs ne doivent pas être utilisés car ils augmentent le risque d'AVC. Le risque de récidive d'infarctus est plus important que le risque de survenue d'un AVC chez ce patient. Le traitement antihypertenseur doit faire appel à une combinaison IEC-RA2 pour réduire le risque de récidive d'IDM. Le traitement antihypertenseur doit faire appel à un ARA2 avec l'addition d'un diurétique thiazidique si nécessaire pour obtenir la cible tensionnelle. Voilà, sans trop chercher. Il a déjà fait un infarctus, donc il a plus un risque de refaire un infarctus. De refaire un infarct. Voilà, il a plus un risque de refaire un infarctus qu'un AVC. Qu'est-ce que je Faire les deux. S'il y a des choses que vous voulez commander, voilà, les bêta-bloquants sont un peu moins efficaces sur la réduction des AVC que les autres antihypertenseurs. Par contre, vous savez Mais pour les coronariens, pour les coronariens, c'est ça. Les coronariens, ils sont donnés, hein, c'est systématiquement. c'est quasiment obligatoire. Nous, on est évalué sur les prescriptions bêta-bloquants chez le coronarien. Ah bon? Votre rose que c'est là-dessus, vous? Oui, à la fin de ROS, il doit avoir le bêta-bloquant, l'aspirine, la C'est pour ça que c'est statine. étonnant qu'il n'ait pas il a fait un infarctus aussi. Ben là, si, voilà, il faut lui donner un bêta-bloquant. Non, mais c'est étonnant qu'il n'ait pas. Il l'avait pas déjà. Oui, bah alors ils disent pas s'il l'a en fait. C'est vrai ça, les bêta-bloquants augmentent le risque d'AVC? Non, ils diminuent moins le risque d'AVC que les autres. Ils n'augmentent pas le risque d'AVC. Hein. Ils sont un peu moins efficaces que les autres antihypertenseurs. Utilisés quand ils augmentent le risque d'AVC. Ah oui, non, c'était faux, elle n'a pas été retenue la proposition. Là. Ça diminue le risque d'infarct, mais ça diminue moins. Voilà. Tu choisis infarct ou AVC.
Une fois qu'on a commencé, on finit bien. Alors, les QC. Celui-là, je l'ai pris parce que je ne connaissais pas. Ça m'a appris quelque chose. C'est une femme drépanocytaire. Donc, une homozygote. Alors, c'est pas tant pour le diagnostic, c'est pour les chiffres tensionnels qu'on veut atteindre chez le drépanocytaire. Ah. Donc, elle a une hémoglobine. Voilà, hop. Moi, je ne connaissais pas bien, hein, donc, du coup. Donc, une dame de 24 ans qui a une 7,5 g d'hémoglobine, qui vient pour des douleurs abdominales aiguës, lombaire gauche et des urines foncées. Elle a de la fièvre, elle a 17,10 de tension, donc douleur intense, pas de signe d'insuffisance cardiaque ou neurologique, une fonction rénale qui reste conservée, sodium, potassium correct, donc une belle anémie, des leucocytes élevés, une hématurie, protéinurie, pas de leucocytes, un RAC à 20 qui est normal. Caractériser les anomalies, donc cette patiente, donc tableau clinique, c'est le syndrome douloureux, fébrile, élévation de pression artérielle, une anémie hémolytique, une absence d'infection urinaire, l'hématurie et la microalbuminurie. Le diagnostic, Crise vasoculaire. voilà, c'est carrément un infarctus rénal parce que tu as l'hématurie. Hein. Une complication thrombotique dans la drépanocytose homozygote. Ouais. Et il y a également une hyalinose segmentaire et focale. Donc, néphropathie diabétique. Donc, quel examen demandez-vous? C'est pas, encore une fois, c'est surtout pour les chiffres tensionnels, vous voulez en arriver. Donc, l'examen, c'est l'imagerie, scanner, ou écho. C'est mieux qu'une écho en l'occurrence. Réaliser après hydratation abondante et vérifier qu'elle n'est pas enceinte pour l'iode. Un Le infarctus. le scanner avec l'insuffisance rénale. Ah, Sans injection, le scanner. Ah oui. Ben là, je c'est pense- sans injection parce qu'autrement ça fait. Je suis pas sûr pour voir Là, l'infarctus la rénal. fonction rénale est préservée, là. Là, tu as une fonction rénale normale. Le début de filtration était normal. On ne voit pas l'infarctus rénal sans injection. On va l'avoir. Donc, c'est pour ça qu'ils te le font injecter, qu'ils font les bêta-HCG. Voilà, ils te montrent l'infarctus rénal sur les flèches. Attends, je le vois pas moi. C'est la couche noire plus foncée au niveau des flèches. Tout autour. Ok. Par rapport à l'autre, ouais. Ouais. Donc la pression redescend, elle passe à 13,8 en MAPA diurne. Quelles mesures thérapeutiques préconisez-vous? Alors moi, je ne connaissais rien dans la drépanocytose. Donc, pression artérielle significative. Donc, on a une tension plus basse chez les drépanocytaires homozygotes. Donc, en gros, la tension artérielle qu'ils doivent avoir, c'est 120-70 mm de mercure. Au-delà, ça doit faire rechercher une néphropathie et mettre un traitement antihypertenseur. Au premier rang desquels les IEC et Sartan, en s'assurant que les familles de contraception efficaces. C'est IEC Sartan, Ouais. chez Et les diurétiques ne sont pas employés car ils favorisent la déshydratation et les crises vaso-occlusives ou douloureuses. Mais pourquoi la contraception? Alors, Tu m'as sérieux? pourquoi on ne peut pas donner l'IEC NRA2? À mon avis, ça doit passer dans le. Non, contraception, t'es pas enceinte. Non, elle ne doit pas être enceinte avec sous IEC et NRA2. Là, c'est des traitements, de toute façon, les femmes enceintes, c'est T'as pas le droit d'avoir ça. Que les calciques et le bêta-bloqueur. Elle le met. Ça se donne encore ça? Les parties Oui, tu as le droit à l'aldomètre, la femme enceinte. Alpha-méthyle de pas. Non, mais globalement, on n'en voit Il y plus. avait l'aldomètre. Ah ouais, ouais. Ouais, Ah, il y en a encore? moi, j'en vois plus. L'aldomètre et catapris, Ouais. des sortes de médicaments. Ouais. Il y en a encore l'aldomètre, hein. Ils le mettent encore là, mais c'est de concentrer. Ouais. Moi, je l'ai vu sur quel site Hein? plus. Mais... Ah Ouais. oui, c'est utilisé, hein. Sur l'Oxane. Il oxène beaucoup. Donc voilà, moi j'ai appris sur la drépanocytose avec ce cas clinique. C'est le DU qui est fait où, ça? C'était un DU d'HTR à Strasbourg. Ah. Ils ont moins de drépanocytaires, ça. Et après, j'avais un troisième cas clinique, alors attends. C'était sur les urgences hypertensives. C'était ton interne? Il est défaut. Alors, comment vous définiriez une urgence hypertensive? La systolique est supérieure à 200, la diastolique est supérieure à 120, une élévation brutale de pression artérielle supérieure à 30 mm de mercure en quelques heures, ou une pression artérielle élevée associée à des signes de souffrance viscérale.
Voilà, la dernière. Il faut qu'il y ait des signes neurologiques ou cardiologiques. Alors, parmi les situations suivantes accompagnant une élévation tensionnelle, laquelle est une urgence hypertensive? L'épistaxis, l'hémorragie du vitré, les céphalées intenses ou un déficit neurologique focalisé? Bon, c'est pas trop dur. Hein. On est d'accord, c'est la 4. Hein. Ouais. Alors, quand il y a la 4, par contre, c'est le cas de figure où on ne doit pas traiter avant d'admission dans un service d'urgence. Il ne faut pas trop descendre parce que Voilà. ça. C'est aggrave l'ischémie si c'est un AVC ischémique. Parmi les situations suivantes accompagnant une élévation tensionnelle, laquelle justifie une réduction immédiate et importante de la pression artérielle? L'hémorragie cérébrale, l'accident vasculaire cérébral ischémique, l'encéphalopathie hypertensive, aucune des propositions précédentes. Non, c'est l'encéphalopathie. Et l'encéphalopathie, il n'y a que le scanner ou l'IRM qui va faire la différence. Donc, c'est des signes neurologiques focalisés qu'on va favoriser par la poussée tensionnelle élevée. Alors, le traitement initial de l'urgence hypertensive avant le transfert à un service d'urgence est l'abstention si le patient a un déficit neurologique. Bon, on a déjà donné la réponse. Oui. Hein. Après, les administrations de médicaments Péros ou IV, donc c'est pas de traitement s'il y a un déficit neurologique focalisé. La Dalate, ça se donne encore? Moi, je mettais l'Oxène 20. Non, en cabinet, c'est souvent du Loxène. L'Oxène 20. Et maintenant, mais ils ne font même plus la clonidine, hein, ils parlent beaucoup, donc ce que j'ai vu, maintenant c'est du Loxène IV ou de l'Epresil IV. Avant, on mettait beaucoup un Lasix, quand j'ai commencé. Non, mais on faisait des poussées hypertensives, on commençait par faire. En cardio, intensif, on mettait même des bonus de résordance. Ouais. De nitro. Ouais. Ça fait 1 milligramme par milligramme pour les faire baisser. Le Natispray fait baisser la tension aussi. Hein. Il manque un peu mal à la tête. Ça donne mal à la tête, ça fait bien baisser la tension. Ça peut générer des éclats. Ouais, mais sur ça, avant leur dit de se mettre assis ou couché. Non, mais quand tu arrives au cabinet, que tu as une bonne poussée qui arrive à tu fais un coup de vasodilatateur. Hein. Alors, parmi les médicaments suivants, quelle est la proposition utilisable pour traiter une urgence à l'hôpital? Alors, surtout, voilà, ils mettent le nitriate, mais la clonidine, mais globalement, maintenant, ce que je dis, c'est surtout le Loxène IV ou le Présil. Ouais. Et puis après, attends, tu vas vite là. Le Présil, c'est un central. Le Lasix. L'Oxène, si je ne dis pas de bêtises, c'est 2 à 4 mg/h. On ne fait plus du tout non plus de l'Azilix de temps en temps quand tu n'as rien d'autre. Chez les coronariens, dans le cadre de l'OAP. Oui. Surtout. Non, mais parce que ça arrive là. On arrive avec Noël, le sel. Là, tu commences. Si tu as une orientation cardiologique, oui. Ça. Non, vous ne trouvez pas que on en a moins d'OAP qu'avant? Ouais. Et enfin, je sais pas, on en a beaucoup moins, mais on en trouve aux périodes, quand on en a, c'est vers Noël. Oui. Non? Hein? Les OAP. Avant, tu en avais plein d'OAP quand même. Il y a plein de suffisance cardiaque globale après Noël, après les fêtes. Hein. Ouais. Ils ont les poteaux, ils sont essoufflés. Alors, ils ont pris 2 kilos. Après, sur la clé, je voulais vous montrer tout ce qu'il y avait du DU, mais je ne l'ai que sur mon ordi. Il faudrait que je me rebranche. Ouais. Il y a plein de cas cliniques, il y a plein de sous-spécialités pour ceux que ça intéresse que j'envoie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Ouvrez vos micros et posez vos questions. C'est dans la salle, notre jeune penseur. Tous ceux qui sont en distanciel n'auront pas à manger. Mais comme c'est Charles-Henri Trésorier. C'est pour ça que je t'embête. Ah, ça marche. Oh là là, puis t'as l'écran moderne, toi, en rouge. Eh, mais c'est un ordinateur de gamer. Ouais. C'est ça, regarde. Charles-Henri. Regarde les touches. Alors, si vous voyez des sujets qui vous intéressent,
Il y a l'épidémio, les addictions, l'artérite, l'aorte, l'HTA cerveau, le diabète, la dialyse, la dysfonction érectile, l'enfant, l'HTA essentiel, l'HTA le sel pour tous les chiffres, HTA FA, HTA femme, femme enceinte, hypokaliémie. Il y a plein de sous-groupes, hein. C'est quand même assez complet. Il y a les cours et les QCM. S'il y en a que ça intéresse, je vous les envoie. Ce DU, il est utile pour les cardiologues seulement. Oh, je ne suis même pas sûr. Pourquoi il n'y aurait pas de médecins généralistes sur l'HTA? Pour ceux qui font que des mammos, que des mamans. Des mammos. Sur des trucs. Alors, il y a HTA et femme enceinte, HTA et hypokaliémie. Oui. Ben, vous me direz, vous me faites passer. Puis Non, mais c'était pour avoir les QCM, HTA hypokaliémie. Alors, HTA hypokaliémie. Femme enceinte. Alors, je ne les ai pas lus avant, hein. Je vais les découvrir en même temps que vous. Madame, 38 ans, hypertension, une bonne hypertension, 17-10 puis 23-10, à la médecine du travail, plusieurs examens successifs, pas d'antécédent familial, se sent fatiguée, ne fume pas, 52 kg à 1,53 m, contraception 15 ans auparavant sans élévation de pression, elle a eu 2 grossesses, des enfants de poids normaux, elle a un dispositif intra-utérin, elle n'a pas de saignement menstruel, il n'y a rien que l'oriente cliniquement, auscultation cardiaque normale, pouls périphérique perçu, pas de souffle vasculaire. Quel diagnostic retenez-vous? À combien, t'as dit? Ouais, bonne hypertension, elle monte jusqu'à 23-10. Est-ce que c'est possible de augmenter la taille du utérus? Tu veux augmenter la taille? Je ne suis pas sûr. Bof. Et sur une chose. Voilà, là, plus, là. Plus. Voilà. C'est là, c'est la presbytie. Sympa. Non, c'est la plus jeune. Non. C'est pour ça que je dis ça. Alors, quel diagnostic retenez-vous? Les chiffres de pression élevés à plusieurs examens successifs, donc valider le diagnostic à confirmer rapidement. Donc un caractère essentiel là qui est quand même largement douteux, parce qu'elle est jeune, elle a 38 ans, 23, elle est mince. sans surpoids, sans facteur iatrogène, donc on se doute qu'on va trouver une cause secondaire quand même. Hein. C'est haut. On est d'accord. Quel est le bilan minimum à proposer à cette patiente? Bon, ça c'est tout le bilan qu'on a vu tout à l'heure, entre la biologie, la protéinurie, l'albuminurie, le RAC, le CG. Tu fais le RAC, c'est systématiquement? Ça se fait de plus en plus. J'ai Ouais, pas un truc vois. avec une néphrologue l'autre jour, ils le font systématique. Et c'est fait que si on le demande. Ouais, oui, ils ne le font pas sinon. C'est évolué, hein, rappelle-toi, avant. On ne pouvait pas mettre HDL, LDL, on était contrôlé. Hein? Donc elle a une kaliémie qui est un petit peu basse, 3,5, un débit de filtration qui est un peu abaissé pour 38 ans, 70 millilitres. Le RAC est à 20, triglycéride à 50, c'est normal. Le LDL, je ne l'ai pas. Le cholestérol, bon, il n'est pas trop mal. Glycémie normale. Donc hypokaliémie modérée. Donc ECG pour vérifier qu'il n'y ait pas une ondue et un allongement du QT, en général, c'est ce qu'on regarde. Pourquoi ils m'ont vu? Eh ben, c'est l'hypokaliémie. Ah. Donc on va lui demander une kaliurèse. Qu'est-ce qu'il nous demande? Natriurèse des 24 heures doit être évaluée parallèlement. Donc basse, natriurèse basse, hyperaldostéronisme secondaire, normal ou haute, hyperaldostéronisme primitif. Une natrémie supérieure à 140 et une réserve alcaline supérieure à 27 avec glycémie normale plaide pour un caractère primitif de l'hyperaldostéronisme. Donc, comme c'est le cas pour cette dame. À l'inverse, natrémie inférieure à 140, uricémie majorée sont en faveur d'un caractère secondaire. Enfin, il faut insister. C'est quoi les hyperaldos secondaires? C'est les NIO? C'est quoi? Hyperaldostéronisme, c'est les... C'est une tumeur hypophysaire. Si je dis pas de bêtises.
Le féo, le cou, et l'hyperplasie surrénale, c'est le primaire. Là aussi, c'est une cause obstructive rénale qui fait Et quoi tu dis? une cause rénale obstructive, par exemple, peut-être. C'est dans certains rénales. Ça ne devrait pas être par un Non, hystéronisme. une obstruction, une insuffisance rénale obstructive. Je ne sais pas si ça peut faire. Ça ne devrait pas être par un hystéronisme. Ouais. Je pense que ça aurait une hyperkaliémie, mais... On peut l'envers. Ouais. Bon, l'intox à la glycyrrhizine, c'est la réglisse, il n'y en a pas trop, c'est pas souvent non plus. Hypokaliémie, tac, 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 tac. Acheter avec hypokaliémie, ok. Là, je découvre en même temps que vous. Vous voulez que je lise, j'agrandisse encore, peut-être? Oui, un petit peu. C'est mieux. Donc on dose c'est là qu'on demande l'activité, l'aldostérone plasmatique et l'activité rénine plasmatique. En conditions basales, en régime normosodé, en l'absence de toute thérapeutique, c'est faux, ça, une fois qu'on a mis un traitement IEC ou un ARA2 ou anti-aldostérone ou diurétique. Voilà, arrêt des diurétiques depuis au moins 3 semaines. Hein. Bon, on peut la laisser quand même à 23. Hein. Et tac, tac, tac. Et ça, Non? prélèvement s'effectue après une période de décubitus prolongée. L'orthostatisme augmente la RPM. Alors, chez cette dame, qu'est-ce qu'on a? Une rénine inférieure à 5 en position couchée, en régime normosodé, en l'absence de toute thérapeutique, et s'avère non stimulable par l'orthostatisme. Aldostérone est majoré, un test de freination captopril. Alors, je pense qu'on ne va pas faire ça souvent en médecine de ville. Hein. C'est vraiment hospitalier. Ouais, c'est pas vraiment endocrinologique hospitalier pour le coup. Un défaut, il va être. Même pas, tu fais là. Bon, pour moi, si j'ai des doutes, je ressors le DU. Hein. Donc, il trouve un hyperaldostéronisme primaire, activité rénine basse et aldostérone plasmatique majorée. C'est le bouton à 5 pattes. Hein. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, techniquement. Pour résumer rapidement, ça devient endocrinologique. De la méthodologie. Alors, sténo. Ouais. Non, je ne suis pas expert pour vous commenter l'air surrénal. Tumeur surrénalienne droite ronde. Adénome cortico-surrénalien. Bon, tu te rends compte plus simple. Ouais, c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, c'est des traitements par cathétérisme. C'est un adénome de cône, chirurgie, avec un traitement préalable par spironolactane. C'est ça. Dans ces cas-là, il n'y a pas beaucoup de molécules qui fonctionnent correctement sur la tension. Non. Non, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'une hypertension élevée à 38 ans sans facteur de risque associé, c'est pas normal. Dans les causes, on va chercher les rares étiologies secondaires. J'espère qu'ils seront moins compliqués les autres. Hein. On prend un au hasard. Attendez, je vais vous le grandir. C'est plus vrai. Alors, 47 ans, hypertension traitée par il y a du coaprovel 312,5 et 10 mg d'Amlor. C'est lequel c'est ça. Il a l'hydrochlorothiazine, ibésartan et amlodipine. et 10 mg d'Amlor. Coaprovel, il n'y a pas d'Amlor dedans. Il n'y a pas de. Non, Il y a pas plus, c'est l'ibésartan, l'hydrochlorothiazine. Oui, mais il n'y en a pas un où il y a les 3 dedans. 3. Si, si. Il y en a un qui a un apprend, mais je ne sais pas si c'est celui-là. Le coaprovel, c'est l'hydrochlorothiazine et l'ibésartan. Il y a 2, mais il y en a un autre avec l'hypercalcite. Un truc que je n'ai pas abordé tout à l'heure aussi, que j'ai oublié de vous dire, normalement on n'est pas censé mettre plus de 3 molécules antihypertensives chez la personne très âgée.
Ouais. On privilégie les tensions à une systolique en dessous de 150. On ne parle pas de la diastolique. C'est la personne très âgée. Ça, on C'est évite. pas très âgé. Supérieur à 85 ans. Ouais. Et on En est... dessous de 150 quand même. Ouais, l'objectif c'est 150 mm de mercure. On ne s'occupe pas trop de la diastolique. Et je veux dire, on évite surtout qu'ils aient des hypotensions orthostatiques. Moi j'allais jusqu'à 160. Les recommandations c'est 150. T'es bon, t'es bon. Ouais, c'est pas mal. Hein. Bon voilà, faut Et être moins réaliste que le roi pour la personne. sur les 3 minutes. Ouais, direct. J'avais un prof de pharmaco quand j'étais interne qui me disait que de toute façon passer 5 molécules, que ce soit de la tension haute, on ne sait plus ce qui se passe. Hein. Ouais, il a raison. Des fois les tartines de médicaments qu'ils prennent, des fois on est obligé, hein, rien que pour l'insuffisance cardiaque. Mais... Alors ce patient, il a toujours de la tension, il a 160,98, automesure 142,93 sur les 5 derniers jours, bilan biologique avec une hypokaliémie à 3,2. Faut-il poursuivre les investigations? Ah ben oui. Hypokaliémie HTA résistante. Modifiez-vous son traitement? Si oui. Oui. On va pas pour... Voilà, lui. C'est surtout parce qu'on ne peut pas lui doser la rénine et l'aldostérone. C'est pour le quand on va chercher des causes secondaires et le calcique, il faut l'arrêter une semaine avant. Et puis on a vu 3 semaines avant pour le... On ne fait pas sentir. Non, non. Ah bon? Ah, bah c'est vous. Non, mais tu vas l'orienter vers un endocrino. Sur une hypertension qui va être résistante. Ou un cardio ou un endocrino. Ouais. Les alpha-bloquants sont utilisés pour le traitement de l'hypertension. Ouais, mais pas en première. Normalement, ils arrivent en bout de liste comme les centraux. Normalement, le précile, le médiatensile, l'hyperium, on n'est pas censé les mettre d'emblée. Hein. De toute façon, en général, dans la médecine de ville, Il faut le vérifier. Ah oui, bien sûr. Mais là, Et les néphroles, moi je suis toujours surpris. Ils ont des grosses insuffisances rénales, ils sont sous diurétique, aldostérone. Ils savent qu'il y a la dialyse possible derrière. Quoi. Moi je trouve qu'ils sont durs des fois sur les traitements néphrotoxiques. Ouais, alors les doses A, moi je l'ai, mais je ne l'ai plus. C'est pas déjà tout à l'heure, ça fait ça. C'est quoi? C'est le rebranche. On va enlever la prise et la remettre. Alors, on a une kélémie, donc dosage hormonaux. ça passe pas. Ça passe pas. c'est quelque chose, hein? Juste l'informatique. Ça passe pas. Vous pouvez pas mettre sur la clé, puis comme ça, on met sur. Non. Je suis pas un super pro de l'informatique. Oui, ma clé. Est-ce qu'il y a de la place encore sur la clé pour prendre? Après, C'est qu'ils avaient demandé grossesse. C'est ça? Ouais, c'est ça. Non, pas des blanches. Alors, DU, TU, TU. Le TU. On va essayer de le finir. Non, je n'ai pas déplacé où il faut. Une HTA sévère, non symptomatique, que vous voyez au cabinet pour la première fois, sans antécédent particulier. Ouais. Vous ne traitez pas? Si. Vous allez à plus de la 19. Là, je remets un traitement. On lance le bilan, mais on met le traitement à la fin. Femme enceinte. Elle est où la clé? Je ne sais plus où est la clé. Ah oui. On va nouveau. Ça va marcher.
Un petit coup de femme enceinte et puis après stop. J'ai soif. Oui, oui, bon, enfin, D'eau, hein, je précise. Alors, c'est cool. c'est là. Ah, vous évitez pas, docteur. On trouve le pro sucré. C'est toi qui as sollicité notre confrère pour faire la présentation. Ouais. Tu la connaissais? Elle a lâchement sollicité mon associé, Non, j'ai demandé. qui était dans le bureau, qui était à côté de moi, en gros. Ah, oui, d'accord. Il m'a dit non, je m'en vais. Il est un peu fatigué, il ne veut pas faire trop. On va avoir depuis que je suis là, on va avoir la première réunion du collège des cardiologues depuis 2 ans. Ah, c'est bien. Ouais, Non, mais j'ai connu parce qu'il était venu quand on est présenté en tract cardio. Ouais, on est présenté en tract. Une coordination. C'était bien de voir. Ah ouais? Je trouve que ça marche bien. Ben ouais. Ben on va Parce que nous, on s'est opposé à un bouclier phénoménal d'un de nos associés. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Bon, c'est On va en reparler. Ouais. Non, mais je peux attendre, je vais m'inquiéter pas. Alors, une fois qu'il est mis, on va essayer de terminer celui qu'on avait commencé, si je le retrouve. J'espère qu'on va le retrouver. Hein. Oui, je le vois. Alors. Donc, ce patient, rénine basse, aldostérone. Je ne connais pas les valeurs normales, alors je ne peux pas vous indiquer précisément, vous n'essayez pas dans la marge. Donc, on pratique, ce monsieur, il a une hyperaldostéronisme primaire. On va lui faire un scanner cérébral, un scanner surrénal. C'est préparation LCN, ça, c'est pour toi. Avec hyperplasie bilatérale des surrénales, pareil. Ah oui, mais nous, c'est beaucoup plus loin. Ça a l'air d'être des dossiers bien montés pour ça. Ouais, après ça devient vraiment hospitalier avec des cathétérismes. Non, pas pour nous, ça. Bon. Ouais. Mais de toute façon, sur l'hyperplasie bilatérale des surrénales, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pas chirurgical. C'est spironolactone. On va faire le petit test. C'est une latérale, c'est chirurgien. Hein? Quand c'est un cône, quand c'est une tumeur individualisée. On va regarder parce que ça va se déconnecter. On va peut-être faire le test. Oui. Tiens. Bon, après, ceux qui veulent des sujets spécifiques, je leur envoie, vous me demanderez, et puis bon, je vous laisserai mon email. Pour avoir un formulaire. Sandrine. Moi, j'ai pas eu le prêt. Hein. Non, mais c'est pour corriger. J'ai pas eu le prêt, j'ai pas eu le test. C'est les mêmes, hein? Oui, je sais, mais. Le dernier, c'est bon? Commandable? Oui, le poste. Alors, la MAPA, est-ce que c'est vrai pour vérifier que l'HTA n'est pas contrôlée? Parce que pour que les... Ah pardon, ils ne l'ont pas. Alors, la MAPA ou une automesure tensionnelle à domicile est recommandée pour vérifier que l'HTA est non contrôlée. Vrai, faux, ne se prononce pas. Vrai. Il est recommandé d'évaluer le contrôle tensionnel tous les mois jusqu'à l'obtention de l'objectif tensionnel. Faux. On a vu quand le risque était modéré, 6 mois. 3 mois, on rapproche quand il y a des risques plus élevés. Chez les sujets de plus de 80 ans, on ne doit pas utiliser plus de 3 classes d'antihypertenseurs. Eh ben voilà, ça a bien été dit. Vrai. Oui, docteur. Chez les sujets de plus de 80 ans, le niveau à atteindre sous traitement avec une PS dure en automesure ou en MAPA inférieur à 145. Ça dit 150. Ah, moi j'ai lu 150. Moi, je pense qu'ils veulent qu'on mette vrai. Vous êtes 145 en MAPA et 150 Ouais. je pense. La mesure de la kaliémie fait partie du bilan de toute hypertension artérielle. Oui. En vrai, hein. La prescription d'un IEC peut s'accompagner d'une altération de la fonction rénale. Oui. Ouais, on tolère jusqu'à 20% d'altération, 15%, 20%. Un hyperaldostéronisme primaire doit être suspecté devant toute kaliémie inférieure à 3,7 mmol par litre. Ben ouais. 3,7. Oui, c'est la normale basse. Oui. Bon, ça dépend des labos. Ça dépend des labos. Ça dépend des labos. Il y en a qui vont à 35. Ouais. Il y avait 3-4 aussi.
Enfin bon, ça oriente, ça met un petit soupçon déjà. Oui. Les bêta-bloquants ont démontré une meilleure prévention des AVC que les autres classes thérapeutiques. Non. Faux. L'association de deux bêta-bloqueurs du système, de deux bloqueurs du système rénine-angiotensine est recommandée. Faux. Ça risque d'insuffisance rénale. L'association bêta-bloquant diurétique augmente le risque de diabète. Oui. Eh oui. Ça fait monter la glycémie du moins. Donc ça augmente le diabète. La diurétique peut monter la glycémie, le bêta-bloquant, Masque les signes d'hypoglycémie. Les diurétiques IECRA2 doivent être arrêtés transitoirement en cas de situation de déshydratation. Ah ouais, hein, c'est logique. Il suffit d'avoir en plus un peu de metformine. Mais comme ils arrêtent rien, ça fait. Ouais. Chez les sujets âgés de 80 ans ou plus, il est recommandé d'obtenir une PA systolique inférieure à 150 mm de mercure sans hypotension orthostatique. Ben oui. Ouais, c'est vrai. Parce que là, c'est ça, c'est un peu la même question que l'autre. Hein. Ah, c'est un minimum à 0,5. Ouais. On est tous d'accord? Oui. Pas mal. Est-ce qu'il y a des questions pour les... Question 3? Non, on doit pas, on est censé ne pas en mettre plus de 3. Après, il y a des cas, je pense que des fois, on peut tricher. Hein, Est-ce qu'il y a des questions, Sandrine? 180. Nous sommes arrivés avec une tarotine. Après, il y en a qui ne respectent pas le régime hyposodé, l'observance, qui ne prennent pas leurs médicaments. Non, mais voilà, après. Ok. Et moi, je trouve qu'ici, la bithérapie, le thiazidique et un Ara2, c'est magique, hein, ça marche bien. Oui. Ou même une Natrixa. Ou... Ouais, toutes les associations, ça marche bien. Hein. Ils ont l'impression de prendre qu'un seul médicament. Déjà, c'est mieux pour l'observance, mais en plus, ça marche mieux que l'immunothérapie. Sauf que quand ils arrêtent. Rien qu'empiriquement, en dehors des études, on voit que ça marche mieux. Ouais. Ouais. Ok. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Si on regarde s'il y a des questions, il n'y en a pas. À moins que vous pouvez ouvrir vos micros et poser des questions. Le docteur Couteloup est là pour vous répondre. Et surtout, donc, je vous laisserai mon adresse email et puis vous m'envoyez si vous voulez un sujet spécifique. Parfait. Donc, Anne. Ouais. Sandrine. Là, de toute façon, vous avez mon email. Merci pour cette réunion. Une bonne soirée à tous. Eh ben, merci beaucoup. Bonne soirée. Ça m'a fait plaisir. Et merci, docteur Couteloup. Il est déshydraté tellement il a parlé. On va essayer d'éviter la déshydratation. Là. On va le réhydrater.